Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons évidemment, bien entendu, revenir sur un événement qui, s'il ne se situe pas exactement dans la zone géographique de cette géopolitique asiatique, qui fait le cœur de notre émission, s'il ne se situe pas en Asie, évidemment, il va avoir des répercussions de par sa nature mondiale, toujours et encore, à savoir donc les élections américaines, de par leur nature, leurs conséquences qui est mondiale, elles vont aussi avoir évidemment des conséquences sur l'Asie, d'autant plus que la rivalité entre la Chine et les États-Unis est au cœur aujourd'hui de la rivalité, de la structuration binaire, multipolaire du monde. Donc, ce dont on veut parler, c'est bien entendu de l'élection de Trump à la présidence des États-Unis, le 47e président américain, la réélection, réélu après avoir perdu un mandat, c'est quelque chose d'assez rare dans l'histoire des États-Unis. C'est le fait que ces deux mandats ne soient pas consécutifs, mais alternés, c'est quelque chose d'extrêmement rare dans la vie politique des démocraties. Et cette victoire est d'autant plus, on va dire, marquante ou surprenante ou désespérante, comme on veut, que en fait, elle s'est fait en des termes, on va dire, non équivoques, puisqu'il y a eu une sorte de presque de raz-de-marée républicain, en tout cas, toutes les swing states, tous les États qui étaient en fait normalement en bascule entre les républicains et les démocrates, ont tous voté pour Donald Trump. On avait prévu des élections très serrées, on avait prévu des résultats des élections qui allaient attendre des jours, peut-être, des contestations, des recomptages, etc. Il n'y a eu ni recomptage, ni contestation, surtout parce qu'évidemment, c'est le camp républicain qui a gagné, le camp démocrate qui a gagné, le camp du MAGA, Make America Great Again. Et il est vrai que dans cette élection, il y a toujours une part, dans ces élections précises, il y a une part, on va dire, d'incertitude, ou plutôt d'indécision, ou plutôt de doute ou de questionnement sur la nature même du processus démocratique, puisque en fait le résultat de ces élections, en fait, il commence en fait avec la remise en cause par Trump du résultat des élections, des dernières élections, la victoire de Joe Biden qui a jamais été acceptée, jamais été entérinée. Et le fait qu'en fait on a laissé, ou disons que les États-Unis ont laissé propager ce discours-là, c'est un discours qui a été extrêmement en fait mobilisateur, c'est-à-dire c'est un discours d'une forme de revanche électorale. On nous a volé les élections, cette fois-ci on va pas nous les voler une deuxième fois, mobilisation sans précédent de l'électorat républicain et inversement démobilisation de l'électorat démocrate. Donc ça c'est un point important. C'est-à-dire que on a évalué que entre 2020 et 2024, le camp démocrate a perdu environ 13 millions de voix. Donc c'est quelque chose d'assez massif. 13 millions de voix qui s'étaient portées sur Joe Biden, qui se sont pas portées sur Kamala Harris. Donc il y a plusieurs raisons pour cela, plusieurs raisons pour cette défaite démocrate, puisque cette victoire républicaine est aussi en même temps une défaite démocrate. Plusieurs raisons évidemment. D'une part, campagne très courte, trop courte de Kamala Harris, vice-présidente qui a jamais pu se détacher on va dire de l'ombre de Joe Biden. Une vice-présidente qui a jamais pu ni assumer, ni, on va dire, se désolidariser de l'héritage de Joe Biden, qui n'était pas tout négatif, loin de là. Même si, évidemment, Joe Biden, comme toutes les présidences de ces 4 dernières années, a eu à prendre en compte les années, le post-Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, la tension avec la Chine. Et tout ça, évidemment, ça crée, on sait que sur 4 ans aux États-Unis, entre les deux présidences, il y a qu'à 5 ans, il y a eu 20% d'augmentation de l'inflation. Si on lisse les prix sur ce mandat Joe Biden, ça fait 20% d'inflation. 20%, c'est énorme. 20%, c'est 1/5 des prix qui ont augmenté en général aux États-Unis. Alors Joe Biden a fait beaucoup. Il a fait beaucoup pour les prêts étudiants. Il a fait beaucoup pour l'économie, pour l'infrastructure. Le taux d'emploi est au plus bas et le taux de chômage, désolé, est au plus bas. Mais le problème des États-Unis, c'est que c'est pas simplement le taux d'emploi, c'est pas le
fait d'avoir un emploi, c'est le fait de vivre assez avec 1 ou 2 ou 3 emplois. Et évidemment, si l'inflation augmente, si les salaires n'augmentent pas, il y a un problème. Ceci dit, malgré tout, ce qu'il faut aussi noter, c'est que sur cette même période du mandat Trump et Joe Biden et du mandat de Biden, sur ces 8 ans, sur ces 10 ans, et si on commence un peu avec Obama et ensuite, ce qu'on voit, c'est que sur ces 8-10 ans, peut-être en accéléré sur ces 4 ans, il y a un énorme décrochage dans le niveau de vie entre les Européens et les Américains, ce qui signifie que malgré l'inflation, le niveau de vie des Américains a augmenté, et l'écart aujourd'hui entre le niveau de vie américain et européen est extrêmement grand. Donc il y a eu inflation, mais il y a donc eu aussi, on va dire, rattrapage salarial, puisqu'il y a ce niveau de vie qui en fait n'a cessé de se creuser, une Europe en décrochage, une Europe qui devient en fait un peu muette, une Europe qui est en phase de démondialisation presque, face à cette puissance américaine retrouvée, portée aussi par une sorte de choc pétrolier interne, tout le forage, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, tout ça fait que les États-Unis sont aujourd'hui en fait une des premières puissances pétrolières au monde. On oublie un peu ça. Et en même temps, une production nucléaire qui est repartie de l'avant, etc. Donc, les États-Unis, finalement, même que tous les électeurs ont été très mécontents, les États-Unis, en fait, ont progressé en tant que puissance pendant ce mandat de Biden. Donc les gens aussi ont reproché à Biden le retrait d'Afghanistan, mais celui-ci a été déjà acté en fait par Obama et ensuite par Trump. Et ensuite le problème des migrants en fait qui a beaucoup joué dans la perte dans la victoire de Trump, qui a asséné ça. Donc ça, c'est un discours qu'on connaît aussi en France, le discours, on va dire, sur la peur du migrant, la crainte du migrant, la peur de la désolidarisation, le déclassement de la classe moyenne américaine ou de la petite bourgeoisie américaine, portée donc par cette peur au niveau de la migration sécuritaire, etc. C'est quelque chose qui a aussi renforcé le mandat de Trump. Donc ça, on va dire, c'est pour l'analyse interne, de ces élections, ces élections qui ont été extrêmement, on va dire, peu civilisées, avec des invectives énormes de part et d'autre, et surtout évidemment du clan Trump, beaucoup de mésinformations, de mensonges en continu. Et ça, c'est évidemment aussi extrêmement problématique. Donc, le résultat de ces élections est vraiment amer, pas forcément parce que c'est Trump, mais aussi par la manière même dont elles sont passées. Et aussi aujourd'hui, donc les États-Unis se retrouvent face dans une nouvelle type de position, puisque Trump a insisté pendant toutes les élections sur évidemment America First, l'Amérique en premier, et ce qui fait craindre une forme de démondialisation impulsée par les États-Unis eux-mêmes, alors que les États-Unis ont été une grande force de mondialisation, une sorte d'isolationnisme qui pourrait, on va dire, évidemment, être très dommageable pour les alliés des États-Unis dans la région Asie qui nous préoccupe. Donc, c'est ça, véritablement la question. Quelle va être la portée de ces élections par rapport à cette région Asie? Que faut-il attendre? Alors, on va commencer ici un début de réponse. Peut-être qu'il faudra le préciser ensuite. Alors, ce qui est vrai, c'est que Trump a quand même un rapport particulier à la géopolitique, un rapport très personnel et ce rapport personnel, il est lié à des gens qui historiquement sont en fait des ennemis des États-Unis, que ce soit la Russie, la Corée du Nord, et certains égards la Chine. Donc en fait, le seul ennemi classique américain que Trump considère vraiment comme un ennemi, c'est l'Iran.
sur lequel là il y a le vote Trump, le vote pour Trump est évidemment dommageable et très problématique pour potentiellement pour tout le Moyen-Orient. En tout cas, si on veut une forme de balance, et là aussi c'est un effet paradoxal, très problématique. C'est-à-dire que les démocrates, on sait que la guerre à Gaza, la Palestine, le fait que le camp démocrate ne s'est pas attaqué à Israël, mais a continué à soutenir Israël, a fait perdre sans doute beaucoup de voix à Kamala Harris. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'assez paradoxal, puisque en fait, le camp Trump, les Trumpistes, c'est Trump qui avait proposé de faire de Jérusalem la capitale unique de Israël et de déplacer l'ambassade des États-Unis. Donc ici, on a quand même les républicains ont une position extrêmement très pro-israélienne, et d'une certaine manière, les démocrates, en refusant de voter pour leur candidate parce que elle n'était pas assez pro-palestinienne, ont renforcé en fait une politique américaine encore plus pro-israélienne. Ça arrive souvent, c'est-à-dire c'est la politique du pire, ou c'est souvent quand dans un parti il y a une frange extrême qui va s'imposer un peu, on va avoir en fait parfois des effets contre-productifs au niveau du vote. Donc ça, c'est au niveau du Moyen-Orient. Au niveau de l'Asie, évidemment, ça c'est tout le problème. On en parlera surtout donc la semaine prochaine. L'effet de ce vote Trump sur la Chine et sur Taïwan, c'est quelque chose qu'il va falloir analyser de près. Parce que évidemment les conséquences ne sont pas toutes prévisibles à ce niveau-là, parce que Trump lui-même est imprévisible, parce qu'il a dit beaucoup de choses, même si les nominations que Trump a faites peuvent peut-être recadrer un tout petit peu ce caractère un peu, on va dire, à l'emporte-pièce de la géopolitique sous X, la géopolitique ex-Twitter de Donald Trump. On reverra ça, continuera à développer sur ça la semaine prochaine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.